Bienvenue sur Capsule, le podcast d'Oralcap qui vous plonge au cœur de l'entrepreneuriat en dentisterie. Ici, on va parler de défis, d'innovation, d'échecs et de réussites, mais surtout d'histoire. Les histoires de celles et ceux qui transforment votre quotidien et qui bouleversent l'organisation de votre cabinet. Imaginez-vous à l'époque du dentiste qui a découvert l'anesthésie ou de celui qui a modernisé la roulette. Ces pionniers seront à portée de voix. Alors tendez l'oreille, qui sait, mon invité d'aujourd'hui pourrait bien être l'un d'entre eux. Je suis Charles Faroche, chirurgien dentiste et fondateur d'Oralcap. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité d'aujourd'hui, Edmond Binas, chirurgien dentiste et fondateur de la BGDS, la Binas Global Dental School. Edmond, je suis ravi de t'accueillir sur cet épisode de Capsule. On va parler de toi, tout ce qu'il y a à dire sur toi, tes débuts de carrière, ton milieu de carrière, ta fin de carrière, sur la profession. On va aborder un petit peu tout ça. Moi, j'aimerais bien que tu commences par me parler un petit peu de l'origine de ta carrière. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as démarré? Je crois savoir que tu es orthodontiste de formation. Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, moi, je suis chirurgien dentiste de formation. Ouais. Non, je suis chirurgien dentiste. Bon, alors d'abord, je te remercie de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir, hein, franchement, d'échanger avec toi. Et en fait, dans tout ce que j'ai fait, j'ai pas vraiment choisi en réalité. J'en parlais à Jeanne dans la voiture tout à l'heure. D'abord, j'ai fini mes études très jeune. J'avais 2 ans d'avance à l'époque. Et j'ai présenté ma première année de médecine, qui avait un tronc commun à l'époque, médecine, dentaire, pharmacie. Et j'avais réussi les 3. Et 1 minute avant de choisir, je savais vraiment pas quoi faire. Hein. Moi, je viens d'une famille, on n'est pas du tout du médical. Mon père était instituteur, ma mère n'a jamais travaillé, était la mère de famille, on va dire. Et comme j'étais un peu manuel, je dis je vais faire dentaire, c'est court. Médecine, c'est trop long. Pharmacie, il faut vendre des médicaments. Je dis je fais dentaire. Mais vraiment, par accident complet. Hein. À l'époque, du coup, tu te levais en amphi, c'est ça? Tu descendais et tu choisissais? Oui, c'est ça. Et donc 1 minute avant, tu sais pas je ne savais pas ce que j'allais dire. Médecine. Oui, je ne savais pas, vraiment. Je n'avais aucune idée de ce que c'était le dentaire. Hein. Okay. Aucune idée, vraiment. Donc, tu es dans quelle fac à ce moment-là? J'étais à Marseille. Tu étais à Marseille. Tu étais Marseillais. Donc, tu déroules en fait tes études de chirurgien dentiste? Oui, tranquille. Alors, en revanche, j'ai choisi complètement au hasard, mais j'avoue que je suis tombé dedans complètement. C'est-à-dire que je me suis régalé. À la fac, d'abord. Après, à l'époque, on faisait encore l'armée. Donc j'ai fait l'armée. Moi, je me rappelle, je suis sorti de la fac, j'avais dû faire 4 extractions. Le premier jour où je suis arrivé à l'armée, il y avait 40 jeunes qui m'attendaient. C'était bon, là, j'ai appris mon métier, en fait. Donc 1 an de service militaire, c'est ça? C'est ce que tu c'est devais ça, faire. 1 an de service militaire. L'obligation de, voilà, donc, Et là, c'est toujours à Marseille ou alors est-ce que tu es... Non, là, j'étais dans la marine à Toulon. À Toulon. Ouais, okay. D'ailleurs, j'en ai profité pour voyager un petit peu aussi, c'était sympa. Mais bon, j'ai surtout appris le métier, vraiment. Et d'ailleurs, c'est dommage que ça n'existe plus, parce que c'est une super expérience. Le service militaire? Ah oui. Pourquoi c'est une super expérience? Parce qu'en fait, d'abord, tu t'es dégrossi cliniquement, mais vraiment, il y a un afflux massif de patients. Donc je voyais un patient par jour, je passais à 40 du jour au lendemain, donc là t'es obligé de faire. Hein. Oui. Et surtout, on était toute une bande de copains. Pour moi, c'était des Club Med. Hein. Ouais, c'est ça. À l'époque, on était quand même on était officiers. Donc j'ai mon chauffeur. C'était l'armée dans les conditions dans lesquelles je l'ai faite. C'était un paradis. Chauffeur. Ouais. Est-ce que tu es officier parce qu'en fait, tu as un niveau d'études qui justifie en fait d'avoir ce grade-là? C'est tout à fait ça. Et tu as un chauffeur. Ah ouais, j'avais un chauffeur. C'est génial, quoi. Donc le chauffeur, il vient te chercher. Sans parler de l'uniforme. C'est ça. Quand tu es dans la... tu prends le train, tout le monde te regarde. Hein. Mais rien que pour ça, en fait, on devrait l'avoir, effectivement. T'as raison. Ah oui, c'est très sympa. Ouais. Dans la foulée de ton service, tu fais quoi? Écoute, moi, totalement inconscient de ce qu'est l'exercice d'une profession libérale, je me suis tout simplement installé directement. Voilà. À Marseille. À Marseille. Au beau milieu de tous les grands cadors. Donc, tout le monde me disait à l'époque, t'es fou. Ouais. Tout le monde dit, t'es fou. Mais moi, comme j'étais inconscient, je me suis installé. Et en fait, étonnamment,
Ça a marché, quoi. Ça a marché quasiment tout de suite. Hein. Il y a eu peut-être une année un peu pas de galère, mais il fallait attendre un peu les patients. Mais tout de suite, ça a marché, en fait. Et avec le recul, moi, j'attribue ça à la capacité à comprendre les patients. Avec le recul, je le faisais spontanément, mais sans le faire exprès, quoi, quelque part. Mais a posteriori, je me suis rendu compte quand même que c'est quelque chose qui est vital dans l'exercice d'une pratique médicale. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est un propos qui fait souvent écho, cette impression que tu arrives dans un quartier, par exemple, qui pourrait être surdoté, avec cette impression que le gâteau, il est déjà partagé et que tu n'as pas le droit à ta part de ce gâteau, sans vouloir dire de gros mots. La réalité, c'est que tu t'installes et finalement, tu vas correspondre à tout un tas de patients qui te ressemblent, qui te correspondent, et tu arrives à faire ta place un petit peu... Oui, non, mais c'est surtout que il ne faut pas... a priori, avoir comme objectif un développement exponentiel. Il vaut mieux, dans un premier temps, se focaliser sur le patient, aimer les gens, mais ça, c'est un métier, si tu n'aimes pas les gens, il vaut mieux changer, quoi. Enfin, j'exagère, mais voilà. Il faut aimer sincèrement les gens, pas comme une technique pour manipuler. Et franchement, ça vient tout seul, quoi. Parce que les gens, ils le sentent. Donc, tu fais ton cabinet, quelques années, qu'est-ce qui se passe? Parallèlement, je faisais de l'enseignement. Je fais 8 ans d'enseignement à la fac de Marseille. T'étais attaché dans le service de... Oui, attaché. Voilà, après, je vous la fais brève, hein, mais pour des raisons qui tiennent à l'évolution des carrières universitaires, au bout de 8 ans, j'ai arrêté. Et en fait... au cours de ma carrière universitaire, donc j'ai eu l'opportunité de passer plein de CES, je dois en avoir 3 ou 4, j'ai passé plein de DU, et à un moment donné, pour pouvoir présenter le poste d'assistant, on me dit il faut que tu passes une thèse de recherche en 3e cycle, quoi. Donc j'ai soutenu une thèse de 3e cycle, j'ai travaillé pendant 3 ans à l'Hôtel-Dieu à Marseille, c'était un hôpital... où tous les jeudis j'allais faire des recherches microbiologiques, et le thème que j'avais choisi, c'était une chaîne de stérilisation, donc l'analyse des méthodes de stérilisation, et à l'époque il se trouve que en fait j'étais le seul à faire ce travail là en France. Et donc après, il y a eu, donc je vous la fais très belle aussi, quelques années après le sida, les normes ont commencé à devenir de plus en plus élevées en matière de stérilisation. J'ai participé au comité d'élaboration de la charte qui a été dictée par l'ADF en matière de stérilisation. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et on m'a demandé de faire des conférences sur la stérilisation. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions, mais pas que sur l'asté, sur tout le reste. Tiens, oui, mais l'organisation des fauteuils, des plateaux, les fauteuils, et les rendez-vous, ça sortait aussi, la gestion des rendez-vous. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une vraie demande, quoi. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai toujours mon cabinet. Voilà, c'est ça. Ah t'as oui, ton à temps cabinet, plein. et puis tu découvres une juste... activité intensive. Intensive. Ouais, voilà. On peut l'imaginer à Marseille. T'as intensive. sur ton activité. C'est un truc. Mais tu pointes du doigt quand même cette insuffisance. Tu palpes en fait qu'il y a un besoin de marché, il y a un besoin d'écouffer. Non, même pas de marché, rien du tout. Non. Mais je raisonnais pas comme ça du tout. J'étais un dentiste. Il n'y a aucune notion de l'entrepreneuriat, mais rien, quoi. C'est pas comme aujourd'hui. Non, bien sûr. Non. Je travaillais, quoi. Voilà, c'est ça. Et j'ai été confronté à des praticiens ou voire des assistantes qui me posaient plein de questions sur leur activité de tous les jours. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, bon, j'ai publié un livre. Mon premier livre, c'était c'est le premier guide d'ailleurs francophone sur une chaîne de stérilisation et les mesures d'hygiène et d'asepsie. Et donc, comme je voyais qu'il y avait une demande sur les autres domaines non cliniques, voire paracliniques, je dirais plutôt, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et là, d'abord, j'ai fait 10 ans de Société européenne d'ergonomie,
où là, il y avait les plus grands pontes de l'ergonomie européenne, essentiellement des Danois et des Allemands. Et ensuite, ça m'a donné l'opportunité de visiter plein de pays. Et moi, j'étais très intéressé tout de suite pour voir comment ça fonctionnait dans les autres pays. Et à chaque fois, je prenais des trucs et je les appliquais au cabinet. Chaque fois, ça marchait. Donc, alors, ce qui était intéressant, c'est que parallèlement, j'ai mon épouse qui faisait des études de communication. Okay. Et donc, elle a eu son diplôme de docteur en communication et elle a été amenée à faire Elle était consultante en communication pour les grandes boîtes. Okay. Et c'est là qu'il m'a dit, mais pourquoi tu n'appliques pas les outils de la communication à ton cabinet de façon moins intuitive et plus rationnelle. Et j'ai commencé là aussi, et à chaque fois, ça y est, c'est incroyable même. C'est un boulot monstrueux, c'est une quête même de soi, non? Un petit peu tout ce process-là, Je n'ai réfléchi à rien, je te promets. Je te promets, c'est venu tout seul. Moi, en revanche, je pense j'ai un truc, c'est que je suis curieux de tout. Je suis curieux. Je suis vraiment très curieux de beaucoup de choses. Et donc, j'ai commencé par l'ergonomie, donc l'asté, l'ergonomie, les tub and tray, les plateaux pré-préparés, qu'est-ce qu'il y avait encore, la posturologie, tu vois, tout ça, l'organisation du plateau de travail autour du fauteuil, etc. Le stress des praticiens, des assistantes, tout ça, bon, et tout marchait, à chaque fois ça marchait, donc c'était rigolo, quoi. Donc tu découvres, t'es curieux de tout, tu l'es toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ah oui, mais encore plus qu'avant. Bah oui, c'est pour ça. Oui, non, mais c'est un vice après. Mais c'est génial. C'est une addiction. Mais je trouve ça fabuleux. C'est une addiction. Ça t'enrichit tellement que. Voilà. Mais du coup, tu fais ce petit jeu d'aller-retour où tu découvres un truc, puis tu le testes dans ton cabinet, tu le mets en place, donc tu trouves les solutions et puis tu les rédiges, tu les protocolises, etc. C'est à quel moment que tu décides de te dire... Alors ça, c'est quand j'ai été aux États-Unis. Donc je me suis dit à un moment donné, je vais voir un peu... J'avais visité pratiquement tous les pays européens, dans le nord d'Europe, le sud d'Europe, l'Angleterre, enfin bref. Et je dis, mais je vais quand même voir comment ça se passe aux États-Unis. On entendait tellement parler de ça. Et donc j'ai été écouter les meilleurs conférenciers américains dans ce domaine. Et là, j'ai découvert un monde incroyable. Ils avaient 40 ans d'avance. 40 ans d'avance. Donc j'ai dit, mais ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Je vais essayer d'importer ça en France. Tu as toujours ton cabinet à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai toujours mon cabinet. Je l'ai gardé pendant moins... il y a à peine 10 ans que j'ai arrêté, en fait. Alors que ça fait quand même 25 ans que je fais ce métier. Ouais. Et donc, j'ai appliqué. Mon cabinet commençait à grossir, mais sans que ce soit... une volonté. Non, j'ai développé parce qu'il fallait que je développe, quoi. J'ai dit, bon, je vais développer. Mais maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que le choix du développement n'est pas obligatoire. Oui, bien sûr. Tu le choix ça Alors, le choix du développement n'est pas obligatoire. Quand tu dis développement, en fait, c'est croissance. De la croissance de la structure. C'est-à-dire que, quand j'ai démarré, j'étais seul avec mon assistante. Voilà, j'ai même pendant 6 mois travaillé sans assistante, les 6 premiers mois de ma carrière. Donc je veux dire, je connais tout, quoi. Après, on a eu une secrétaire, une assistante. Donc après, je travaillais tout seul sur 2 fauteuils. Après, j'ai recruté un collaborateur. Le collaborateur, après, j'ai eu plusieurs collaborateurs. Après, j'ai eu une associée. Donc on l'a développé, on l'a déménagé. On a eu une structure plus moderne, etc. On s'est retrouvés finalement avec... on était 2 praticiens avec 2 collaborateurs. On avait 4 fauteuils et on avait une secrétaire et on avait globalement 3 assistantes. Donc, après c'est là que j'ai arrêté. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que on considère que quand il y a beaucoup de travail, il n'y a pas d'autre option que de se grossir. En fait, non. C'est un choix. C'est ça qu'il faut comprendre. Énormément de clients qui viennent nous voir nous disent « Non, mais je suis obligé de développer parce que j'ai trop de monde. » Non. Non. On peut aussi faire le choix de sélectionner les patients avec lesquels on travaille. Oui, bien sûr. Et attention, je ne dis pas qu'on les choisit uniquement sur leur potentiel financier. On est bien d'accord. C'est pas du tout ce que je... Ouais, bien sûr. Voilà, tu vois. Non, c'est juste de sélectionner, de devenir un petit peu plus exclusif dans sa pratique, quoi. Oui, de se faire plaisir dans son travail et choisir des patients avec qui tu te fais plaisir.
Oui, c'est ça, maître de son activité. Quoi. Voilà. Ça veut pas dire Alors être... que quand tu fais le choix de la croissance systématique, à un moment donné, tes charges de structure sont tellement élevées que tu es contraint d'avoir un gros volume d'activité, que tu le veuilles ou pas. Ben oui. Et tu es victime de pendu. Ben oui, bien sûr. Pendu. Tu dirais que les confrères et les consoeurs qui vivent cette croissance-là, qui font ce choix-là sans que ce soit un choix parfois, un petit peu subi. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est essentiellement ils parce pensent qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, c'est ça. Tu as toujours le choix. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils se sentent un peu... J'ose pas dire victime, parce que quand même, ils prennent cette décision-là de grossir. Je veux dire, c'est pas non plus... Voilà, c'est même pas une décision. Souvent, ils pensent qu'il n'y a pas d'autre option. Okay. Sans compter que tu as des consultants dont c'est le rêve absolu, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils préconisent un développement maximum pour dire j'ai réussi ma vie. Ouais. Si tu ne développes pas complètement, c'est que tu n'as pas compris. D'accord ? C'est le discours. Mais attends. Bah oui, on n'est pas des vaches à lait, quoi. Enfin, tu vois, non, mais c'est surtout que tout le monde n'est pas à eux, quoi. Bah bien sûr. C'est-à-dire, tu peux pas imposer un modèle. Globalement, pour moi, pour faire simple, mais il y a plusieurs profils de consultants, mais tu en as deux schématiquement pour faire simple. Tu as les consultants que j'appelle un peu gourous. C'est le consultant, c'est je regarde comme j'ai réussi, regarde je fais de la musculation, regarde je suis un parent idéal, regarde j'ai le plus gros cabinet du monde, je suis le meilleur. Tu peux faire comme moi. Oui, mais à part que je suis pas toi, quoi. D'accord. Je suis pas toi. Non, mais ne prenez jamais. Ça, c'est un grand secret que j'ai compris après 25 ans de pratique, c'est que ne prenez jamais sur vos épaules les objectifs de quelqu'un d'autre. Mais bien sûr. Mais... Non, mais ça paraît évident. Oui, mais quand tu le dis. Voilà, ça paraît évident, mais c'est pas si évident. C'est pas si évident que ça. Il y a une chose aussi que les gens ne disent jamais, et même les bouquins sur le succès, etc., c'est quel est le prix à payer pour y arriver ? Quel est le prix humain à payer pour y arriver ? Et je peux te dire une chose, c'est que quand tu développes ta structure, tu multiplies le degré de stress et tu multiplies le degré de problème. Voilà. Ça, c'est plus de personnes égale plus de problèmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu pourrais être sélectif dans les dentistes que tu accompagnes. Mais ils en l'est déjà. S'il n'a pas le curseur au bon endroit, tu te dis, en fait, on va pas réussir à faire quelque chose. Quelqu'un qui viendrait chez nous, alors là où c'est intéressant, alors d'abord, moi je pars d'un principe, nous en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est pas regarde ce que j'ai fait, c'est top, tu peux le faire, d'accord ? C'est qu'est-ce que tu veux ? C'est pas je, c'est tu. C'est qu'est-ce que vous voulez ? C'est quoi ton rêve d'une carrière idéale ? Moi, dans le cabinet, par exemple, j'ai des clientes, leur rêve, c'est de finir à 16h. Et pour aller chercher les enfants à l'école. C'est pas à moi de dire, c'est pas bien, parce que attends, t'es un petit cabinet, c'est quoi ce truc ? Non, mais attends, non. En revanche, je vais être plus organisé, être efficace, plus sereine, avoir managé l'équipe, tranquillement, sereinement. Donc, aujourd'hui, si je récapitule quand même, en fait, toi, t'as une grosse boîte à outils que tu es allé chercher en Europe, aux États-Unis. C'est ça. Et finalement, tu fais cette consultation avec tes clients et tu leur dis, mais en fait, pour toi, je pense que c'est ces outils-là qu'on va mettre en place, qu'on va avancer pour atteindre tes objectifs. Exactement. Nous, on a une boîte à outils et on personnalise les outils en fonction de la demande. Et ce que j'ai découvert aussi après 25 ans de pratique, c'est qu'il n'y a pas deux cabinets identiques. Cela n'existe pas. Il faut arrêter de croire ça. Dire, lui là-bas, il a fait ça, ça a bien marché, je vais faire pareil. À part que tu n'es pas au même endroit, tu n'as pas la même patientèle, tu n'as pas la même psychologie, tu n'as pas les mêmes objectifs. Donc, il faut juste comprendre. Mais c'est beaucoup plus dur. Attends, c'est plus facile de dire, j'ai la solution avec un grand L, je t'explique. Oui, bien sûr. Alors en fait, fondamentalement, c'est absolument pas... ça marche pas. Non, c'est pas réalisable. Parce que là aussi, c'est intéressant. Quand tu as un peu d'expérience, tu as connu... moi, j'ai connu des consultants du passé, d'avant, qui fonctionnaient beaucoup comme ça. Et en fait, tu te rends compte qu'ils sont plus là. Parce que ça peut pas marcher. Non, ça peut pas. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Ça peut faire illusion pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais quand tu
quand tu prends un peu de recul, c'est les différences entre les frères et sœurs. C'est de te dire, en fait, ils sont un peu bâtis dans le même moule et regarde à quel point ils sont différents. Moi, j'avais un copain qui fait que de la prothèse. Oui. Son activité, c'est que de la prothèse. Il s'est retrouvé avec plein de passion à vouloir reproduire la même prothèse que la transitoire. C'était pas possible. Quand tu vois la différence de praticiens au sein d'un même cabinet, tu t'imagines, ils ont le même blason, ils ont les mêmes trucs, c'est pas possible. D'ailleurs, Donc, tiens, pour rebondir là-dessus, pour ceux qui seraient installés en groupe avec des associés, oubliez l'utopie de travailler de la même façon. Mais bien sûr. Ça génère les pires tensions. Ben oui. Donc, ce qui est important, c'est de définir qu'est-ce qu'on met en commun. Et là, c'est non négociable. On est bien d'accord. Voilà, on partage, etc. Mais oubliez l'idée d'avoir le même exercice. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Donc, ce qui est toute la magie du métier. Mais bien sûr. C'est la magie, c'est que c'est éminemment individuel. Mais bien sûr. Et ça, une fois qu'on l'a compris, eh ben, on peut créer le cabinet qui vous ressemble. Après, c'est quoi la limite de tout ça ? Par exemple, à quel point est-ce que les protocoles ils sont transposables d'un praticien à l'autre ? Parce que, je veux dire, coller un boîtier, c'est coller un boîtier. Poser un implant, c'est poser un implant. Donc, à quel endroit est-ce que tu places le curseur de te dire, ça, on met en commun, et là, c'est une limite à pas franchir, quoi. Tu vois ? Alors déjà, on fait la différence entre protocole et process. Un protocole, c'est quelque chose qui est rigide. Donc, et les protocoles sont parfaitement adaptés à la pratique clinique. C'est sûr que quand tu fais l'endo, tu peux pas le faire à peu près, quoi. Voilà. Hein. C'est où tu l'as fait bien, ou tu l'as fait pas. D'accord. Voilà. Donc les étapes, elles sont. Tu peux pas sauter une étape et dire le réussi mon endo. Donc là, les protocoles sont extrêmement utiles dans la pratique clinique. Or, en revanche, dans tout ce qui relève de l'environnement de la clinique, c'est-à-dire l'organisation, la communication, la gestion même, ce sont des process. C'est-à-dire c'est beaucoup plus souple. Et donc, pour nous, dans un cabinet de groupe, il est important de définir certains process communs que tout le monde accepte, sans quoi cela génère des tensions au sein de l'équipe. Donc voilà, nous, voilà. Après, c'est à chacun de choisir. Ce qui compte, c'est de définir les limites de ce qu'on met en commun et de s'y tenir. On ne peut pas dire a posteriori, ah ben non, finalement, non. Sûr. Donc ça, c'est non. Mais après, dans son propre cabinet, chacun doit avoir une certaine souplesse. Sinon, il n'y a plus la liberté d'exercice, quelque part. Tu vois. Les clones, ça n'existe pas en dentaire. Non, ouais. La BGDS, on parle de ça, on parle de la société de formation. Oui, Binas Global Dental School. Ouais. Tu l'as créée donc, il y a 25 ans. Oui. Elle ressemble à quoi au démarrage ? Tu es tout seul ? Aujourd'hui, c'est une entreprise familiale. Oui, c'est une entreprise familiale. C'est quoi un petit peu la courbe de croissance de cette... et le rayonnement, en fait... Parce que je pense que Binas, on ne présente plus. Tu vois, cette espèce de notoriété quand même à l'échelle nationale. Il y a des clients qui me disent on fait des binasseries. Voilà, c'est ça. Ça m'étonne plus du tout que ça devienne un nom commun. Non, mais j'ai vu, c'est Yannick qui me disait que même ChatGPT te citait en fait. C'est génial. Non, en fait, quand j'ai démarré, moi d'abord j'avais mon cabinet. Mais moi alors, comme je disais dans la voiture à Jeanne, je n'ai jamais eu comme objectif de créer une grosse société de consulting. Je veux être le plus gros consultant français. Non, je n'ai rien choisi. C'est comme le cabinet. Je n'ai rien choisi. Alors moi, je suis très curieux et j'aime bien faire les choses. Voilà, donc j'avais mon cabinet. Donc j'ai commencé à avoir quelques clients au départ à la suite des conférences que j'ai faites. Et genre, c'est eux qui sont venus me solliciter. Moi, j'ai rien demandé. J'ai dit, non, mais alors j'avais vu quand même aux États-Unis comment ça se passait. Je dis, ça serait pas mal de faire ça en l'adaptant à la culture dentaire française. Très important. Ça, c'est notre valeur ajoutée. On peut pas copier-coller un schéma ça marchait pas. De toute façon, bon. Donc au début, mais très vite, j'avais déjà une secrétaire. En plus, j'avais pris des locaux en dehors du cabinet. Okay. Ah non, c'est séparé complet. Je n'ai jamais mélangé l'équipe du cabinet avec mon équipe pour le consulting. Donc, deux locaux séparés. Non, complètement séparés. Donc j'avais une secrétaire. J'avais recruté Stéphanie Frison, qui est une consultante senior aujourd'hui, parce qu'elle était à l'époque, elle sortait d'une école de commerce. Et elle a dû faire son stage chez nous. Et finalement, ça fait 25 ans, elle est restée tout le long. Elle est restée depuis 25 ans chez nous. Oui, d'ailleurs, tous les consultants qu'on a, ils sont là
Le plus jeune, ils sont très jeunes, hein. On a des jeunes consultants, mais comment dire, beaucoup ont au minimum 10 ans d'expérience. Donc on a vu énormément de choses. Alors c'est sûr qu'on recrute beaucoup de jeunes consultants aussi, mais on a quand même une équipe de consultants seniors qui a vu énormément de choses. Toute la difficulté pour nous, c'est de comprendre ce que veut la personne. T'as toujours eu cette philosophie un peu d'entreprise familiale, au sens où les gens qui travaillaient avec toi... Ah non. Non, avec tes employés, t'avais pas ce rapport-là, tu sais... Ah oui, alors pas... attends, non. Non, c'est ça que je veux dire, dans ce sens-là, oui. Non, je ne pensais jamais travailler avec mes enfants. Non, jamais. Non, mais bien sûr. Non. Ouais, je peux pas j'ai mon fils aîné, Victor, qui a fait une très brillante carrière chez Google. Il était manager Europe, donc c'est très haut vol, franchement, etc. Bon, il en a eu marre des grandes boîtes et de la pression qu'il y avait, etc. Et surtout de l'ambiance qu'il y avait sur tout ça. Et c'est lui qui est venu me voir. Moi, je n'ai jamais voulu que mes enfants travaillent avec moi. Non, bien sûr. J'ai jamais voulu. Vraiment, mais oui, alors, c'est ce que j'appelle le management, pas familial, parce que c'est un peu paternaliste. C'est un management... non, parce qu'on a quand même de la distance. On se tape pas sur le ventre. C'est convivialité, n'est pas familiarité. Non, c'est sympa, c'est bienveillant. On est dans l'amélioration continue, eux aussi. Il y a beaucoup de confiance. Mais c'est pas, je suis pas leur père, quoi. Non, bien sûr, mais c'est plus, je voulais dire, c'est pas le bon mot. Je suis d'accord avec toi. C'est plus famille au sens de l'équipe, quoi. C'est cohésif, c'est. Alors, je vais te dire un truc. Voilà, moi. Si certains d'entre vous ont été visiter certains cabinets américains, il y a beaucoup de cabinets américains, quand tu traverses l'autoroute, tu vois Family Dentistry. Family Dentistry, ça veut dire dentiste de famille. Tu vois, et donc il y a une ambiance, c'est pas familial, mais c'est un genre, une ambiance où les patients sont à l'aise. C'est village, c'est cocooning, c'est un peu, et c'est plutôt ça comme ambiance. C'est on est, oui, on est quand même, on est en confiance et on est bienveillant. Et il y a une ambiance. C'est pas familial, mais c'est un groupe, quoi. C'est un groupe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On est un groupe. Hier, on m'a collé un poisson d'avril dans le dos et j'ai 4 ou 5 patients qui m'ont fait la réflexion en disant que c'était très cool de voir ça. De voir que tu avais cette espèce d'esprit qui... Donc, je vois ce que tu veux dire. Oui, et d'ailleurs, cette notion de, comme tu dis, cool, elle est très importante dans le management. Ce problème, c'est que beaucoup de praticiens, parce que par essence, le métier de dentiste, c'est un métier stressant. C'est une fois qu'on a compris ça, bon. Mais... Donc, si tu veux, on transmet le stress à l'équipe. Or, ça, c'est très compliqué. Donc, toute la difficulté quand il y a un dentiste qui est en même temps titulaire de ta structure et qui joue un rôle de manager, c'est de passer d'un état d'esprit où tu as une extrême rigueur dans la pratique clinique à un état d'esprit où tu es très souple dans les rapports avec les gens. Ça s'enseigne, ça ? Ah, c'est dur, hein. C'est l'expérience. Hein. Oui, mais déjà, il faut le savoir. Or, qu'est-ce qu'on voit ? Soit, tu vois des personnes qui sont trop souples dans les rapports humains, qui sont très souples dans les rapports humains, et qui restent très souples dans la pratique clinique. Là, c'est pas adapté. Ou tu as l'inverse, tu as des perfectionnistes cliniques qui appliquent ça dans les rapports humains. Moyennant quoi, ça crée des tensions absolues. Voilà. Donc toute la difficulté, c'est du matin au soir, jongler psychologiquement, mais on n'est qu'humain, quoi. À un moment donné, on peut être fatigué, quoi. On a le droit. On a le droit. Mais il y a autre chose aussi, pour avoir une carrière où tu t'épanouis, c'est qu'il faut arriver à relativiser. Il faut prendre du recul. Et moi, je dis toujours dans mes séminaires, je leur dis, écoutez, quand vous avez un gros coup de stress, pensez au jour où vous allez prendre votre retraite. Vous vous retournez et vous dites, est-ce que cet événement-là, je vais m'en souvenir le jour où je pars à la retraite ? Si la réponse est non, vous prenez une grande respiration et cool. Cool. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gérer correctement. Non, bien sûr, Nous, j'ai créé un concept que j'ai appelé flexi-gestion. Donc, c'est un oxymore. Ça veut dire que d'un côté, gestion, c'est rigide. De l'autre côté, flexi, c'est souplesse. Donc, il faut arriver à passer de l'un à l'autre en fonction de l'activité que tu as. C'est plus facile à Marseille, ça ? Tu vois, les Marseillais, tu les sens un peu plus ? Non, c'est pas du tout. Tu dirais pas que c'est un tempérament.
tu vois ce que je veux dire, par contre, la notion de Marseillais au sens... Non, mais Marseille... tu vois ce que je veux dire, enfin, Marseille, c'est une ville à part. Voilà. Je suis chauvin, Voilà, attention. c'est ça, ouais. C'est pour ça que je te teste un petit peu là-dessus. Mais Marseille, disons que je dirais que si t'es pas tombé dedans petit, il faut pas s'installer. Parce que j'adore Marseille, j'adore les Marseillais, j'adore l'OM, j'adore les calanques, je quitterai Marseille pour rien au monde, c'est ma ville, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas fiables. Donc si tu connais pas, si t'as pas la culture marseillaise, c'est compliqué. En revanche, je pense que c'est valable dans toutes les régions, parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai compris d'ailleurs, en allant un peu partout, c'est que chaque région a sa culture dentaire. Ouais, bien sûr. Si on n'exerce pas la dentisterie de la même façon en Alsace et dans le sud-ouest. Ça n'a rien à voir. Dans le nord et en Bretagne, ça n'a rien à voir. Ce sont deux activités qui, on dirait que... Voilà. Et c'est hyper riche de le voir, ça. De pouvoir le... Ah, mais c'est magnifique. Ah, ben, c'est incroyable. Alors, en plus, nous, on a des cabinets à l'étranger. Donc, on ne suit pas beaucoup de cabinets en Belgique, enfin francophones essentiellement. La Suisse, le Luxembourg, la Belgique. Donc, oui, quand tu vois les différentes pratiques, et en fait, tu te dis, en réalité, chaque cabinet peut exercer la dentisterie qu'il a envie. Voilà. Et le pire erreur, ça serait de croire qu'on est obligé de travailler d'une certaine façon. Non, c'est un choix. Après, je dis pas que c'est facile. Mais si on veut, on peut. Si on veut vraiment aller vers ça, ça ne veut pas dire que je suis inconscient des contraintes qui nous sont imposées. Aujourd'hui, tu as le RAC 0, demain, tu vas avoir le tiers payant, il faut faire avec. Mais peu importe. Quand tu as un véritable esprit entrepreneurial, ça veut dire que, quelle que soit la situation à laquelle tu es confronté, tu vas trouver une solution. C'est ce que j'appelle l'esprit oui. Oui. Important, l'esprit oui. Bien sûr. J'insiste, oui. Et c'est oui, ça va le faire. À la fois, tu parlais des... Ouais, carrément. Tu parlais de cette espèce de cloisonnement géographique comme étant un système dans lequel tu exerçais le Jura, mais il y a aussi le facteur temps, non? Est-ce que le temps est aussi un impact sur l'exercice que tu vois? Est-ce que oui, complètement. Les dentistes, enfin tu vois, non, mais complètement. Moi j'ai vu j'ai vu la génération précédente, on va dire, le temps de travail était beaucoup plus élevé. Pareil, tu par rare d'avoir des gens qui travaillent 50 heures. C'était normal, quoi. Ouais, je dirais que tout le monde travaille 50 heures. Bon, aujourd'hui, celui qui travaille 50 heures, voilà, j'ai encore un dinosaure qui travaille le samedi toute la journée. Donc ça, je dis, bon là, t'es un vrai dinosaure, ça. Non, mais aujourd'hui, on est plus de l'ordre de 32-35 heures. Donc effectivement, alors ce qui est très important, parce qu'on a beaucoup de jeunes praticiens qui viennent nous voir, en fait, c'est moins le temps de travail est important, c'est-à-dire moins tu travailles en nombre d'heures, plus le degré d'organisation doit être extrêmement élevé. Parce qu'en moins de temps, tu vois, je prends des exemples, que ce soit homme ou femme, on a des personnes pour qui la priorité, c'est de s'occuper de leurs enfants. D'accord ? Et donc, voilà, ils travaillent, ils disent, travailler 30 heures. 30 heures. Mais attention, les charges fixes sont les mêmes que celui qui travaille 50 heures. Donc, tu es obligé de développer une activité en 30 heures, en tout cas des résultats identiques à celui qui travaille 5 jours. Donc c'est pas pareil. Donc là aussi, en réalité, moins je travaille en nombre d'heures, plus je suis contraint à être ultra organisé. Mais quand j'ai dit ça, il y a un danger contre lequel je voudrais mettre en garde tous les praticiens, et c'est un problème que je rencontre tous les jours, et contre lequel nous, en tant que consultants, on a beaucoup de mal. Ça ne signifie pas qu'il faut basculer dans l'ultra-productivisme. La vraie efficacité, c'est cool. C'est cool. Quand on est extrêmement efficace, on n'est pas stressé. Or, beaucoup de gens confondent être mieux organisé avec courir plus. Non. Pour moi, le cabinet fait partie de la vie. Donc, et moi, je le vois même, je dis souvent... La meilleure façon de faire du développement personnel, c'est de se développer dans son cabinet, c'est-à-dire de s'épanouir dans son activité professionnelle, que ce soit praticien ou assistante d'ailleurs. Je n'oublie jamais l'équipe, d'accord ? Soyons le meilleur professionnel possible, comme par hasard, tu vas devenir aussi meilleur à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que ce sont des compétences
relationnel qu'il faut développer en réalité. Sûr. Et si tu deviens un bon praticien relationnellement avec tes patients, et comme par hasard, tu veux devenir bon à l'extérieur. Est-ce que tu dirais que la difficulté principale que tu as aujourd'hui, c'est de faire comprendre ça aux chirurgiens dentistes ou pas? Est-ce que c'est difficile pour toi d'expliquer aux dentistes que les concepts que tu dis... Alors, moi, je comprends parfaitement comment tu peux vouloir dire que cool, ça doit rester le maître mot, parce que tu as vite fait de basculer d'un côté ou de l'autre quand tu modifies un certain nombre de paramètres. Aujourd'hui, outre l'aspect commercial, je dirais, c'est pas le propos de vendre la formation. C'est plutôt, est-ce qu'une fois que tu l'as vendue, la vraie difficulté, c'est de t'assurer qu'il va y arriver? Et du coup, est-ce qu'elle est humaine essentiellement, cette difficulté, tu vois? Elle est toujours humaine, mais elle est exclusivement humaine. C'est-à-dire que c'est pour ça que notre travail, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a un suivi individualisé, sinon c'est pas possible. Dans un cours, chacun interprète comme il veut. Donc, on a une alternance de cours et de suivi individualisé. Tu fais passer les concepts, voilà. Mais d'abord, l'organisation, elle est personnelle, mais surtout, pour arriver à être cool, ça demande pas mal de travail. Ça demande pas mal de travail. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est facile d'être cool, d'être très relationnel, se faire plaisir relationnellement et de ne pas être bon cliniquement. C'est facile, n'importe qui peut le faire. C'est facile d'être un obsessionnel clinique et d'être rigide relationnellement. Mais pour moi, la vision que j'ai d'une carrière épanouie, c'est d'avoir un haut niveau de professionnalisme. C'est pas de dire où, c'est de dire et. C'est-à-dire j'atteins un haut niveau d'organisation et relationnelle, et en même temps, j'ai un haut niveau clinique. C'est les deux. Ce qui veut dire que ça demande du boulot. Mais il faut le voir comme une quête, sans fin. D'ailleurs, je suis curieux, mais c'est peut-être uniquement pour ma curiosité, auquel cas il ne faudra pas hésiter à couper ce truc-là si ça ne va pas. Mais je suis curieux d'un point de vue client, donc chirurgien dentiste qui adhère. Est-ce que tu dirais que tu as plus des gens qui ont déjà souffert et qui veulent se sortir d'une situation dans laquelle c'est compliqué, ou alors au contraire, plus de jeunes par exemple? Alors je dis jeunes parce que j'ai cette impression un petit peu générationnelle qu'on a plus de jeunes dentistes qui ont envie de s'épanouir dans cette dimension-là. Comment tu vois Alors d'abord, il faut savoir que le marché du consulting a évolué. C'est plus le même qu'il y a 20 ans, ou il y a 15 ans même. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des praticiens établis qui venaient nous voir vers 45-50 ans et qui se débattaient dans des problèmes essentiellement d'ailleurs de temps ou relationnels avec les patients ou l'équipe. Et qui cherchaient des solutions pour vivre mieux. D'ailleurs, c'est très rare des cabinets qui viennent nous voir en voulant gagner plus. Je ne dirais pas que c'est exceptionnel. La plupart de la demande, c'est « je vais être mieux ». Je vais être mieux dans ma peau quand je travaille. Bon. Alors après, développer le chiffre, pour nous, c'est le plus facile. Hein. C'est une variable, en fait, ça, c'est vraiment B.A.B.A. quoi. C'est pas le truc... bon. Et nous, on dit, l'accroissement du résultat n'est qu'une conséquence de l'augmentation du niveau de professionnalisme. Ça peut pas être une fin en soi. Non, bien sûr. Voilà. Donc, alors, déjà, il faut comprendre que notre métier, c'est pas le dentaire. Non. On a des compétences dans le monde dentaire, mais notre métier, c'est la formation. C'est-à-dire que moi, j'ai toute une équipe avec des ingénieurs pédagogiques, avec des formateurs de métier. C'est le métier. Donc c'est pour ça que parfois, le dentiste dit « Mais regarde, j'ai fait ça, tu veux faire pareil ?» À part qu'il faut transmettre. Notre métier, c'est la transmission des savoirs. C'est pas uniquement « Voilà ce qu'il faut faire, fais-le. Si tu n'y arrives pas, t'arrêtes ta vie. » Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Notre métier, c'est si un de nos clients n'arrive pas à modifier l'attitude ou l'organisation, c'est qu'est-ce que nous, on doit changer dans les rapports qu'on a avec lui. C'est nous qui n'avons pas assumé notre responsabilité. Parce que la mission du formateur, c'est de faire comprendre à la personne. Voilà, donc c'est ça. Donc oui, effectivement, c'est difficile. Les cas les plus difficiles pour moi, c'est les dentistes les plus sympas. Les dentistes sympas. On en a quelques-uns, pas beaucoup.
Bon, d'abord, ceux qui viennent nous voir, en règle générale, on a beaucoup de jeunes maintenant qui viennent nous voir, donc je dis l'évolution de la demande. Aujourd'hui, on a des gens qui mettent notre programme dans le crédit du cabinet. Ouais, bien sûr. Au moment où ils s'installent. Et là, ils gagnent 5-10 ans, quoi, direct. Oui, ils prennent des raccourcis, en fait. Oui. Mais je disais, les cabinets, les dentistes les plus durs à convaincre sont ceux qui vous disent « oui, oui, oui. Ah oui, 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 tu as raison. Oui, ah oui, oui, ah tu as raison, je vais le faire. » Et ils font rien. Et la semaine, 15 jours après, vous les rappelez, alors tu as mis en place. Ah non, mais c'est oui, mais non. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je dis, attends, on n'est pas là pour te prendre de l'argent, nous. Hein. C'est comme si tu prenais tes sous, tu les mets dans la chasse et aux toilettes, tu tires la chasse. Quoi, hein. Donc, nous, on n'est pas comme ça. Tu reprends tes sous, on veut plus travailler avec toi. Donc, nous, on est pour obtenir des vrais résultats. Tu vois, oui, donc celui qui dit oui mais non, celui qui s'affronte, qui dit ah non, ça, ce que vous dites c'est pas possible chez moi, ah non, ça on l'a tout le temps. Non mais ça a l'air bien. Oui, mais pas chez moi. Non, mais là, c'est bien à Marseille, c'est bien en Belgique, c'est bien en Suisse. Tu vas en Suisse, les Suisses, ils te disent, non, mais ça, c'est bon à Marseille, c'est bon à Paris, mais chez moi, en Suisse, tu connais pas. À part que ça marche partout, quoi. Non, et donc, celui qui s'affronte, une fois que tu lui avances ses arguments, tu lui dis, écoute, regarde, et teste, et on verra. Et qu'il voit que ça marche, il change d'avis tout de suite. Tout à l'heure, tu as évoqué un truc qui est hyper intéressant. Tu parles des jeunes qui intègrent la formation de la BGDS directement dans le crédit à l'installation. Oui. Et moi, je trouve que c'est important aujourd'hui qu'on ait cet échange-là et qu'on puisse montrer ce que tu exprimes. Parce qu'en fait, un des rôles d'Oralcap au travers de son produit d'homme, c'est de faire en sorte de venir filtrer un certain nombre de partenaires. C'est-à-dire qu'en fait, sur cette plateforme, on va référencer absolument tous les produits et services, mais par contre, on va sélectionner un certain nombre de produits qu'on identifie comme étant le choix d'Oralcap, d'accord, le partenaire un petit peu privilégié, mais en toute transparence. Oui, bien sûr. Un des enjeux qu'on a avec les jeunes chirurgiens dentistes, c'est de leur dire, mais évidemment qu'il faut que vous vous formiez là-dessus parce qu'il y a un énorme trou que vous allez de toute manière devoir remplir en sortant de la fac. Celui qui ne le remplit pas presque en le fuyant, c'est celui qui prend la décision d'être salarié, qui se dit... je me mets des œillères et puis quelque part je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de voir, je vais continuer un peu sur la clinique et je verrai ça plus tard. Mais aujourd'hui, tu as quand même plus d'un chirurgien dentiste sur 2 qui s'installe en libéral, collaborateur, associé ou pas, et qui dans tous les cas va passer ce trou-là qui est important. C'est quoi ta position en tant qu'ancienne attachée, en tant que formateur à la BGDS, et qui plus est fondateur même de ça? Est-ce que tu dirais qu'il faut absolument réussir à c'est pas à l'imposer, mais ça devrait faire partie du cursus ou pas selon toi? Pour moi, absolument. Mais d'ailleurs, ça existe dans d'autres pays. Dans d'autres pays, c'est fait. D'ailleurs, les assistantes sont formées dans les facs dentaires avec les dentistes. Donc, le travail à 4 mains, il est automatique, puisque tu as appris ça à la fac. Donc, pareil, pour tout ce qui est organisation, etc. C'est pour ça que je trouve que le fait de fédérer une très grosse communauté de chirurgiens dentistes, ça a son impact quand même aux yeux de l'universitaire. C'est de lui dire, mais attends, regarde, il y a 1500, 2000, 2500 chirurgiens dentistes qui disent oui, qui valident ce truc-là et qui y vont. Il ne faudra pas l'ignorer éternellement non plus. Oui, mais ils sont vite... Enfin, c'est en train de changer quand même. Alors à la fac, je ne sais pas, mais c'est en train de changer. Mais comme tout. Parce que je vois que quand même, on a énormément de jeunes qui viennent nous voir. Et même, on a même été contacté par un syndicat pour former les syndiqués, donc pour vous dire. Alors oui. Donc oui. Non, mais ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience de la profession. Il y a une prise de conscience. Le temps. Moi, au début, quand je commençais, je disais, les gens me jetaient des tomates. Tu vois, je vais dire. Ah oui. Oui. Et encore aujourd'hui? Non, donc, c'est fini. C'est fini, on a trop de recul. C'est fini. C'est ça, comment ça s'est... À quel moment tu as senti ça? Tu peux pas rester 25 ans bien sûr. dans un domaine aussi étroit que la dentiste, le monde dentaire, si c'est pas du costaud derrière. Tu peux pas. Non. Tu peux faire illusion 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais tu peux pas rester 25 ans. C'est pas possible. Comme je dis souvent, il y a qu'à aller voir les avis Google qu'on a. Bien sûr. Les avis Google, ils peuvent pas. Ce qui est écrit ne peut pas s'inventer. Non. Et puis les avis de tout le monde à la fin, tu as une telle notoriété, je dirais que. Moi, je connais personne qui n'a pas un avis sur toi. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et après, tu as
t'as forcément dans ton entourage quelqu'un qui a fait Binas. Ah oui. Tu vois, pas aujourd'hui, je te le dis. Ouais. Enfin, il y en a de partout. Après, j'en côtoie beaucoup, mais c'est un petit peu Oui, particulier. mais après, on a quand même suivi plus de 5000 cabinets, hein. Donc 25 ans. Tu peux me parler de l'arrêt du cabinet? Le moment où tu décides d'arrêter. Ah oui, et tu alors te dis, l'arrêt je du me lance. cabinet, ça n'a pas été rien. Non, ouais, j'imagine. Ça n'a pas été rien. Ah ouais, mais justement, c'est là que j'ai compris une autre compétence entrepreneuriale, en fait. Il se trouve que j'avais un cabinet qui marchait du feu de Dieu. Ouais, je suis ploum à ta tête, il y avait de patients. J'avais l'activité de conférencier. J'avais les enfants qui étaient petits. J'avais les parents malades, parce qu'elles sont toujours en même temps. Mais c'est toujours comme ça, c'est la vie, ça. D'ailleurs, je me demande même comment le corps peut tenir. Si tu te demandes. J'avais l'activité de consulting, il fallait suivre, donc même s'il y avait Stéphanie qui m'aidait au départ et tout. Et à un moment donné, je travaillais tellement, je faisais des articles, des conférences, j'étais très sollicité, je dormais 4 heures. Au-dessous de 4 heures, je comptais en minutes. Ça fait 360 minutes, ça faisait plus long que 4 heures. Tu vois, donc là, j'ai dit, attends, stop. J'ai compris qu'il n'y a pas de Superman. Non, mais il n'y a pas de Superman. Ça n'existe pas. C'est ni Superman ni Superwoman. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, à un moment donné, il faut se protéger. Alors, la grande décision, ça a été de dire, je suis obligé de faire un choix. Donc, j'ai compris que, en fait, la clé pour être efficace, c'est pas de décider ce que tu vas faire. C'est surtout décider ce que tu vas laisser tomber. C'est ça la clé. C'est qu'est-ce que tu laisses tomber dans des choses tout aussi passionnantes les unes que les autres. J'adorais l'activité clinique. J'adorais la relation avec les patients. J'adorais ça. Ça a été un déchirement. Mais à un moment donné, j'ai compris. J'ai dit, attends, il faut que je retrouve une vie, quoi. Et là, j'ai tenu le coup pendant quelques temps, quoi. 3, 4, 5 ans, je sais pas. Hein. Mais à un moment donné, stop, quoi. Faut vivre. Hein. Ouais, carrément. Voilà. Mais j'imagine la lourdeur du non, quand même. Là, le moment où tu fais le choix de te dire... D'ailleurs, tu fais quoi? Tu fermes, tu revends, J'ai vendu à la personne qui était associée avec moi, qui elle-même s'est associée après avec quelqu'un. J'ai vendu. Et alors, c'était très étonnant, la réaction des patients. C'est très très étonnant. Il y a des patients avec qui on avait du rapport professionnel pur, pas très sympa, pas très conviviaux, quoi, tu vois, mais dire non, mais c'est normal, je comprends, c'est votre vie et tout. Mais certains patients, ah non, vous n'avez pas le droit de nous faire ça, faut vous restiez, non, moi c'est vous, ah non, mais sinon c'est pas possible. Et donc, justement, quand tu prends un collaborateur, ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Transférer un patient à son collaborateur. Donc, voilà, un repreneur, etc. Donc voilà, mais on vit qu'une fois, quoi. Du jour au lendemain, le départ, tu pars. Non, ça a été en sifflet, on va dire. Hein. Ça a été, non, ça a duré sur facile 4-5 ans. Hein. Ça te manque encore aujourd'hui ou pas? Non. T'es passé Non, ça manque, parce que je suis manuel. Si tu veux, je choisis ce métier parce que j'étais manuel. Je suis manuel, je fais d'autres choses manuellement, donc ça va. Mais ça m'a manqué bien pendant 5 ans, on va dire. Parce que j'ai retravaillé d'ailleurs à un moment donné. Alors ce qui est très étonnant, je me suis arrêté 5 ans, j'ai repris pendant quelques mois. Et c'est comme monter à vélo. Tu perds pas. Hein. Non, ouais. Ah, tu perds au bout de... sans mentir, au bout de 2 jours, quoi. C'est revenu comme avant, quoi. Bon, faut dire que j'avais après travaillé un peu... tu sais, avec l'ergonomie, j'ai appris à travailler les yeux bandés, quoi. Tu vois un peu. Main droite, main gauche. Hein. C'est ça. Main gauche, j'ai appris à travailler la main gauche. Donc, quand tu as fait ça quelque temps, tu te dis quand même... Hein. Voilà. Bon, après, le métier a changé. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'autant de dextérité manuelle. Si tu regardes l'évolution, moi, je vois, là, aujourd'hui, on est déjà dans demain. Tu vois, la technologie, ça a transformé le métier. D'ailleurs, ce que je voudrais me permettre de dire aux jeunes praticiens et tout, c'est que l'une des transformations les plus radicales de notre métier, c'est qu'on est passé on passe d'un vecteur qui est manuel à un vecteur qui est aujourd'hui digital, voire intellectuel, dans la mesure où la différence, tu vas la faire sur le plan de traitement. D'accord ? Donc ça devient un métier qui est beaucoup plus digital et manuel, et intellectuel.
Alors qu'avant, il fallait quand même des aptitudes dextérité manuelle, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Si on en revient à la BGDS, aujourd'hui, c'est combien de personnes? C'est 5000 cabinets, tout à l'heure tu évoquais. Oui, on est 25, dont 10 énorme. Consultants à temps plein. C'est énorme. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que j'ai personnellement le côté praticien, que j'ai exercé longtemps, 20 ans pratiquement, hein. Et j'ai le côté entrepreneur. J'ai le côté entrepreneur. Et c'est vrai que le métier d'entrepreneur, j'ai beaucoup plus appris en créant la Binas Global Dental School que avec le cabinet. Mais évidemment. Voilà. Donc, il faut dire aussi que je fais partie de clubs de chefs d'entreprise qui n'ont rien à voir avec le dentaire. Oui, bien sûr. Et donc, je prends énormément les bonnes pratiques. Toujours pareil. Ouais. Toujours pareil. Et réussir à les repartager comme ça, je trouve que c'est une fin en soi. J'en parlais souvent dans les podcasts, mais même avec des confrères. Je me pose toujours la question de savoir où se trouve le curseur de formation. C'est-à-dire, en fait, à quel endroit je décide que je suis capable de former sur un certain nombre de sujets. Toi, ça s'est un peu fait tout de suite, dès le départ. Et aujourd'hui... Moi, j'ai pas choisi. Ça m'est tombé dessus. Hein. Ouais, t'étais attaché quand même. T'as décidé d'aller à la fac et puis de... Ouais, alors peut-être que c'est lié à mon histoire familiale, puisque mon père était instituteur. Ouais, ok. Donc, tu sais, j'adore transmettre. Ouais, bah moi, oui, et je vais te dire, la plus belle récompense, c'est que... aussi bien dans ce métier, mais même aussi quand j'étais au fauteuil, c'est qu'en fait, tu transformes positivement la vie des gens. T'es payé, quoi. Tu vois, non, mais attends, mais il faut le faire avec sincérité. Tu le fais pas juste pour dire, ouais, c'est du marketing. Mais non, ça marche pas. Un bon marketing sur quelqu'un qui est pas sincère, ça marche pas. Ça peut pas. Donc il faut faire les choses avec, j'allais dire oui, avec passion quand même, avec passion, avec beaucoup d'intérêt, vouloir faire les choses de façon, rechercher la qualité en permanence dans ce que tu fais, quelle que soit la branche dans laquelle tu es. Et en fait, c'est ça le secret pour pas s'embêter dans ce qu'on fait. Si tu es intéressé à faire bien ton boulot, un peu comme les artisans, tu sais, pas les artisans, les compagnons, tu sais, comme les compagnons qui font le travail bien fait, tu vois, cette recherche du travail bien fait, même quand ça peut être prothésiste, ça peut être assistante, ça peut être... ce que tu fais, tu cherches à bien le faire. Et quand tu le fais bien, comme par hasard, d'abord, tu te fais plaisir, et comme par hasard, les patients, ils tombent tout seuls. Ils viennent tout seuls. Tu n'as pas choisi. Ou les clients, pour nous, tu n'as pas choisi. Ils viennent, c'est normal. Je ne peux pas imaginer meilleure phrase pour conclure. Ouais, c'était parfait. Avec grand plaisir. C'était impeccable. Je tiens vraiment à te remercier. Je t'en prie. Voilà. Moi, ça m'a fait plaisir. Je te souhaite tout le meilleur pour la Merci pour la à vous BGDS. aussi, à Oral Cap. Hein. Ouais, je suis certain que vous avez un bel avenir devant vous. Merci. Voilà. Je rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, 15 ans. Comme dirait ouais, Patrick. Merci de nous avoir écoutés. Je suis vraiment impatient de savoir ce que vous avez pensé de cet échange. N'oubliez pas que vous aussi, vous avez la possibilité de devenir acteur de la dentisterie de demain. Pour ça, il suffit de nous écrire à l'adresse capsule@oralcap.com. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux.